Vous savez, parfois, les plus grandes histoires, celles qui font le plus de bruit, eh bien, elles commencent dans le silence, avec quelque chose d'aussi simple qu'une chaise vide. Alors, imaginez la scène. On est en octobre 2025, au Gabon. Il y a une réunion ultra importante, vraiment capitale pour l'avenir du pays. Et pourtant, ce jour-là, ce qui a marqué les esprits, c'est pas tant les gens qui étaient là, que celui qui manquait à l'appel. Et ce grand absent, c'est Total Energy, le géant français de l'énergie. Ils ont tout simplement boycotté la réunion. Forcément, c'est un geste qui ne passe pas inaperçu. D'ailleurs, les syndicats sur place, eux, n'y vont pas par quatre chemins. Pour eux, c'est clair, c'est une manœuvre pour bloquer les discussions, pour jouer la montre. Ok, mais alors, de quoi est-ce qu'on devait parler dans cette fameuse réunion? Et surtout, comment est-ce que l'absence d'une seule entreprise peut-elle faire autant de vagues? Eh bien, le nouveau gouvernement de transition gabonais a une idée assez simple, mais révolutionnaire. Reprendre le contrôle de son pétrole. C'est l'industrie la plus cruciale du pays, celle qui fait tourner toute l'économie. L'objectif, pour le dire simplement, c'est que l'or noir profite enfin aux Gabonais et qu'il arrête de servir uniquement des intérêts étrangers. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour comprendre pourquoi ce boycott pèse si lourd, il faut se pencher sur la place très spéciale qu'occupe Total Energies au Gabon. C'est un vrai cas d'école. Alors, au premier abord, si on jette un œil au volume de production, on pourrait se dire « bof ». Total Energies, c'est pas grand-chose. Ils ne produisent que 7% du pétrole gabonais. On est loin, mais alors très loin, des poids lourds comme Perenco ou Assala Energy. Oui, mais attendez de voir ce chiffre. Près de 194 milliards de francs CFA. C'est une somme astronomique. Et ça, c'est juste ce que l'entreprise a payé à l'État gabonais en une seule année en 2022. Et voilà, le paradoxe est là, juste sous nos yeux, et il est énorme. Comment une entreprise qui produit si peu, à peine 7%, peut-elle représenter à elle seule 12% de tous les revenus que le pays tire de ses ressources? C'est ça qui leur donne un pouvoir, un levier financier juste monstrueux. Et le nœud du problème, il est là. L'État gabonais a beau posséder 25% de la filiale sur place, les vraies décisions, les choix stratégiques importants, tout ça, ça se décide où? À Paris, à des milliers de kilomètres du Gabon. Maintenant, pour vraiment comprendre d'où vient cette tension, ce bras de fer, il faut faire un petit bond dans le passé. Parce que l'histoire des relations entre les géants du pétrole et certains pays africains, disons que c'est une histoire compliquée. Pendant des décennies, on a vu des multinationales utiliser ce qu'on pourrait appeler des stratégies non conventionnelles. En clair, ce sont des méthodes que vous ne trouverez jamais dans un rapport annuel. On parle de lobbying intense, de pression politique, de corruption, bref, de tout un arsenal qui s'opère dans l'ombre complètement en dehors du cadre légal. Il y a même un terme pour ça, un concept qui explique bien ce système, la mercatoria. C'est quoi? En gros, c'est l'idée que les multinationales se créent leur propre code de loi, une sorte de droit parallèle, un droit souple qui est évidemment fait pour les arranger elles, et qu'elles essayent ensuite d'imposer aux États en dépit de leurs propres lois. Et parfois, cette influence cachée éclate au grand jour. Et là, ça fait l'effet d'une bombe. Prenez cette citation, elle est incroyable, elle vient de Loïc Le Floch-Prugent, qui était le grand patron d'Elf, l'entreprise qui est devenue Total. Écoutez bien ce qu'il dit, c'est juste hallucinant. On voit bien comment ça marche. On crée ses propres règles, on met la pression sur les gouvernements, on met en place des circuits financiers opaques, et au final, on devient quoi? On devient un État dans l'État. C'est exactement comme ça qu'on décrivait Elf à l'époque, une entité avec ses propres services secrets, ses propres réseaux, fonctionnant presque indépendamment du pays hôte. Et tout ça, eh bien, ça nous ramène directement à notre point de départ, cette fameuse chaise vide à Libreville. Maintenant, on comprend beaucoup mieux que ce n'est pas juste une petite dispute commerciale ou un désaccord sur un contrat. Non, ce qui se joue là, c'est bien plus grand. C'est un véritable affrontement pour le contrôle de l'avenir du pays. En fait, on a deux visions du monde qui s'opposent frontalement. D'un côté, un État qui se bat pour sa souveraineté, qui dit « ces ressources sont à nous, elles doivent servir notre peuple ». Et de l'autre, des stratégies d'entreprise héritées du passé, pensées pour une seule chose, le contrôle du marché et la maximisation des profits. C'est vraiment le choc de deux mondes. Donc ce boycott, ce n'est vraiment pas un événement anodin, loin de là. Il faut le voir comme le dernier acte, pour l'instant, d'une très longue lutte de pouvoir. Une lutte entre la volonté d'une nation d'être maître chez elle et la puissance d'un géant mondial. Et tout ça, ça nous laisse avec une question de fond, une question qui va bien au-delà du Gabon. Une nation peut-elle vraiment être souveraine, vraiment maîtresse de son destin, quand une entreprise a participé à façonner ses institutions, son histoire, son économie? C'est une question qui résonne dans tous les pays riches en ressources naturelles, partout dans le monde.